Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, les nouvelles, le suivi de mon trade, des propositions de trade pour mardi. Je vous retrouve juste après ça. Vous ne rêvez pas, 2,40% de hausse pour le CAC 40. Quelle mouche a bien pu piquer l'indice parisien? On ne sait pas, enfin si, on sait vaguement. La hausse pour le DAX est encore plus impressionnante et il faut aller chercher du côté asiatique pour trouver les raisons de cette explosion de joie. Les indicateurs d'activité en Chine se sont avérés meilleurs que prévu et quand l'économie chinoise repart, ça bénéficie à tout le monde puisque c'est quand même une locomotive et ça montre également c'est un marqueur de l'activité mondiale puisque la Chine livre le monde entier. En tout cas, les valeurs cycliques se sont emballées un peu partout et on avance donc de manière significative. Alors, nous avons beaucoup de travail aujourd'hui. Tout d'abord, on va donc abandonner pour l'instant le biseau, le triangle, puisqu'il semble que le marché veuille opter pour un range, un grand trading range comme ça, compris entre les 4700 globalement et les 5211. C'est le scénario qu'on pouvait avancer une fois qu'on a eu cassé le biseau à la baisse et le triangle à la baisse et une fois qu'on avait rallié les objectifs. Alors je vous montre une toute dernière fois juste pour les derniers qui sont arrivés pour faire une transition assez douce entre les deux configuration, triangle et range. Je vous rappelle, l'idée c'est qu'on a cassé le triangle, on allait chercher l'objectif numéro 1, on allait chercher l'objectif numéro 2. On avait cassé également le biseau qui était tracé ainsi, le biseau ascendant. Je vais la faire rapidement, c'est simplement pour ne pas perdre les derniers arrivés. On était allé chercher l'objectif 1, l'objectif 2 et même l'objectif 3, tracé en prenant la hauteur de la première oscillation complète reporté en dessous, vous voyez ça a été touché. Donc voilà, si vous voulez, l'idée c'est que ceux qui ont tradé ça en ont eu pour leur argent, ils sont donc sortis, ceux qui laissaient ouvert la possibilité de rebondir. Alors c'est toujours pareil et je veux le répéter pour les nouveaux. La question n'est pas de savoir jusqu'à quand ça va baisser, la question n'est pas de savoir jusqu'à quand ça va monter, la question est de savoir à quel moment il va y avoir des gens en face pour inverser la vapeur. Clairement, ici, pourquoi a-t-on rebondi sur le support mineur des 4691, 4784 je ne sais pas, mais une des raisons en termes de rapport de force, c'est que les baissiers ont vu leur nombre se réduire, les haussiers n'avaient plus d'opposition en phase 2 alors qu'on était sur un support, et donc ça a rebondi, c'est tout. Maintenant, est-ce qu'on va aller en haut du trading range? On n'en sait rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui va empêcher les cours de monter avant ce gap qui a été créé ici, parce que c'est des configurations qui sont mises à profit par les vendeurs, avant cette zone de résistance mineure, avant cette autre résistance de mineur, et voilà, pour arriver jusqu'en haut du range, c'est-à-dire un range assez grand, puisqu'on parle de progression de 11% à la hausse et à la baisse, eh bien il faudra effacer tous les obstacles qui sont devant nous. On ne sait pas jusqu'où ça va aller, on sait simplement que la fureur des baissiers ne devrait pas s'exprimer normalement avant ce gap-là. Maintenant, on peut se tromper. De toute façon, et je le redis une dernière fois, il faut vraiment enlever tout ego quand on est en trader. Okay, l'objectif n'est pas d'avoir raison. L'objectif, c'est d'avoir raison une fois sur deux, on va dire, partir du principe qu'on aura raison une fois sur deux, et grâce à l'analyse technique, trouver les supports et les résistances qui pourraient vous permettre d'avoir un ratio gain-risque supérieur à 1, c'est-à-dire gagner plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort, et le boulot est fait, c'est tout. C'est à ça que sert l'analyse technique, c'est pas une boule de cristal. Donc, voilà où nous en sommes. On va suivre le gap qui a été ouvert également ici. Alors, de quel gap s'agit-il? Alors, de deux choses une. Ça a l'air d'être un gap de rupture, c'est-à-dire qu'on était en tendance baissière. Comme précédemment, on avait été en tendance haussière, on crée un gap qui manifeste la volonté de changer de régime. Donc, clairement, ce ne serait plus une tendance baissière. S'il est comblé rapidement, ce serait mauvais signe parce que ça veut dire que c'est un gap commun qui n'a pas beaucoup de sens et après n'importe quoi peut se passer, y compris un retest du bas du trading range. Maintenant, s'il n'est pas comblé, ça veut dire que c'est un signal de force et aller chercher des plus hauts est tout à fait envisageable.
On remarquera également au niveau des chandeliers japonais que le chandelier d'aujourd'hui est quand même plus fière allure que les précédents, hein. C'est une bougie pleine d'autorité, toute verte, petite mèche haute qui montre qu'on clôture quasiment sur les plus hauts. Une bougie verte, c'est-à-dire qu'on clôture plus haut que l'on a ouvert. Regardez comme la bougie, le chandelier de vendredi préparait le terrain avec au contraire une longue mèche basse qui montrait que les plus bas avaient été ralliés. Bon, c'est pas mal. On regarde les éléments techniques, à commencer par la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours. On a besoin des bandes de Bollinger et de la moyenne mobile à 50 jours. Alors on avait backtesté ça, c'était rigolo hein, quand même, hein, vendredi en disant que oui, c'est vrai, certes, hein, il y avait un croisement fort M20, M50, mais statistiquement, qu'on le veuille ou pas, que l'on trouve ça logique ou pas, c'est plutôt un faux signal qu'un vrai signal. Et la séance du jour semble militer hein, en ce sens. Et on avait également, mais ça j'ai pas pu le backtester avec vous cette fois, mais j'avais déjà backtesté, l'idée que lorsque l'on sort des bandes de Bollinger et qu'on les réintègre, malheureusement on n'a pas eu le temps de s'y préparer puisqu'on a fait directement le trajet, on va chercher la M7, ce qui a été chose faite, mais encore une fois c'est rare parce que généralement ça prend un petit peu de temps. Et là, le backtest du jour va consister à regarder ce qui se passe lorsque dans cette configuration, on a réussi à conquérir la M7. Et bon, pour avoir backtesté ça déjà beaucoup, l'idée c'est qu'on va plus souvent chercher la M50 que l'on ne retourne en dessous de la M7 en clôture. Donc c'est le backtest du jour. Alors le backtest sera destiné donc à montrer ce qui va se passer de manière statistique. Ça n'a aucune validité puisqu'on ne peut pas faire étirer des lois sur 20 occurrences, ce qui est le cas de cette analyse destinée uniquement à partager ma façon de faire avec vous. Mais l'idée c'est que le test sera réputé gagné si on touche la M20 et le test sera réputé perdu si on clôture en dessous de la M7 après avoir eu des sorties hors de Bollinger et une réintégration. Donc c'est parti. Premier test, ici, comme vous pouvez le voir, c'est réussi. On est sorti des bandes de Bollinger, on a réintégré les bandes de Bollinger, on a clôturé au-dessus de la M7. On a percuté la M7 plusieurs fois, mais on n'a pas clôturé en dessous avant d'aller chercher la M20. Donc c'est gagné. Deuxième test, deuxième occurrence, c'est un échec, puisque comme vous pouvez le voir, on est sorti des bandes de Bollinger, on a réintégré les bandes de Bollinger, on a clôturé au-dessus de la M7, mais on a clôturé en dessous de la M7 à nouveau, avant d'aller chercher la M20. Donc c'est pas bon, c'est un échec. Et un dernier succès, après on va aller plus vite. On sort des bandes de Bollinger, on réintègre les bandes de Bollinger, on clôture au-dessus de la M7, on va chercher la M20. Okay. Alors, je ne dis pas qu'on ne va pas chercher plus haut que la M20, mais ce n'est pas le backtest que je fais. Moi, je dis simplement toucher la M20. Okay. Donc, encore un quatrième succès, un cinquième succès, un échec, deuxième échec, un succès, un deuxième, un troisième succès d'affilée, deux échecs, un succès, deux succès, trois succès d'affilée, un échec, un succès, un deuxième succès, un troisième succès, un quatrième succès, un cinquième succès, un sixième succès, un septième succès d'affilée. Et ça nous donne des statistiques de 17 réussites pour 6 échecs, autrement dit 74%. Il est beau mon poisson et 26% d'échecs de la stratégie. Est-ce que ça veut dire qu'il aurait fallu à la clôture de la séance de lundi, bien acheter en pariant sur le fait qu'on allait toucher la M20 à 4945 ou est-ce qu'il faut le faire dès l'ouverture de la séance mardi matin? Bien sûr que non, parce que vous savez simplement qu'il y a plus de chances qu'on aille chercher la M20 que l'on clôture en dessous de la M7. Mais vous devez encore maintenant backtester quand vous rentrez, quand vous sortez, à quel moment vous prenez votre perte, à quel moment vous prenez vos gains, etc. Voir si ça tient sur un nombre suffisamment d'occurrences et uniquement après vous prendrez votre décision. Mais en tout cas, si vous avez spéculé à la baisse maintenant au regard du fait qu'on a pris 2,40% en vous disant que ça va baisser et qu'on va repartir à la baisse, vous n'êtes peut-être pas du côté des statistiques. On regarde ce qui se passe au niveau des autres éléments techniques.
Alors, beaucoup de signaux positifs d'un coup là, hein. J'ai repéré pour vous 4 signaux positifs, non pas le momentum, lui, il ne dit rien. J'ai repéré pour vous un signal haussier donné sur le CCI, un signal haussier donné sur le stochastique, un signal haussier donné sur le MACD 0, un signal haussier donné sur le RSI. N'en jetez plus, c'est trop. Bon, voilà, l'idée c'est il semble qu'on soit parti pour une amélioration de la situation du CAC 40. Maintenant, tout ça, c'est que statistique. Et on va terminer avec ce qui m'intéresse beaucoup, là, c'est l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit que plusieurs choses, hein. Alors, la première des choses qu'il nous disait, c'est que vous comprenez le rôle de la lagging span. Ok, parce que si vous n'utilisez pas la lagging span, il y a beaucoup de vidéos YouTube complètement pourries où on vous dit ouais, en gros la lagging span ça sert à rien, faut regarder les courbes de l'Ishimoku. Ben là, vous preniez une volée de bois vert, hein, puisque c'est sûr que la SSB était descendante, la SSA était descendante, la Tenkan, la Kijun était descendante, mais vous regardez, la Ginspan, elle était toujours dans le nuage. Et la condition pour que quelque chose se passe, hein, c'est que ce soit confirmé par la Ginspan. Donc même quand on était au plus bas de la séance, on voit bien que la Ginspan n'a fait que rebondir sur la SSB ici, hein. Rappelez-vous que tout ce qui pose problème pour les cours pose problème pour la Ginspan aussi. La SSB est un support fort, et donc la lagging span a buté dessus. Et là, c'est ce que j'expliquais, hein, je pense qu'on est toujours dans une situation de trading range pour l'Ishimoku. En fait, c'est à l'origine de ce grand canal de latéralisation noir pointillé que j'ai mis, hein. J'avais expliqué que je pensais qu'on était entre les 4700 et 5200 en tendance neutre. Je dis pas qu'on est sauvé, je dis pas qu'on va remonter, je dis simplement que tant qu'on ne clôture pas significativement en dessous des 4700, pour moi c'est neutre, et pour l'instant, hein, c'est ce qui semble se produire. Pour l'instant seulement, je ne sais absolument je ne sais absolument pas ce qui va se passer par la suite. Ce qui nous amène donc, ah oui, alors pardon, je pense qu'on va avoir notre première résistance Ishimoku ici, hein, c'est-à-dire le niveau de twist, là, à 4920 environ. Je pense que c'est là que les baissiers vont commencer à s'énerver un petit peu pour l'Ishimoku, hein. Donc, ce qui nous amène au trade du jour. Alors, si vous êtes haussier, eh bien, vous avez la possibilité d'acheter. Alors, vous avez plusieurs solutions, hein. Soit vous mettez, par exemple, vous faites la stratégie qu'on a abordée tout à l'heure au niveau des moyennes mobiles et des bandes de Bollinger. C'est une possibilité. On peut le faire, hein. Regardez si c'est ça que vous voulez faire, mais je ne vous incite pas à le faire, hein. Il faut que vous fassiez votre part du boulot et que vous backtestiez. Mais si par exemple vous visez, mettons, un retour sur la M20 qui se ferait à plus 1,8%, voilà, parce que n'oubliez pas que la M20 va descendre, donc on va dire, soyons optimistes, 1,8%. Il faut que votre stop loss il soit pas supérieur à 1,8%. Bon, regardez, si vous mettez juste en dessous là, ça irait pas. Il faudrait le mettre, voilà, aux alentours de 1,6, ça serait bien. 1,6. Alors, c'est une possibilité. Maintenant, il faut savoir que je caricature un petit peu parce que vous imaginez bien qu'avec un taux de réussite de 74%, s'il était avéré, et il n'est pas avéré parce que mon backtest n'est pas fait sur de suffisantes occurrences, eh bien, vous pouvez avoir raison. Vous pouvez avoir un ratio gain-risque inférieur à 1 pour 1, hein. Donc, mais c'est simplement parce que quand vous débutez, il vaut mieux partir comme ça. Si vous avez un biais qui est baissier, par contre, je pense que la meilleure des choses à trader, alors, vous avez des supports intermédiaires auxquels j'ai pas accordé énormément d'importance, mais ils sont bien là, hein. Là, vous avez une zone qui a été support, qui a bien joué son rôle de frein le 23 septembre. Bon, vous pouvez mettre, par exemple, attendre que ça remonte un petit peu, parce que c'est possible que ça monte. Et puis mettre un stop loss au-dessus de la M20, au-dessus du gap, là, parce que ça va être défendu. Donc un stop à 2,1%. Si on va chercher un retour sur le bas du trading range à 4%, ça vous donne un excellent ratio gain-risque, hein. Donc c'est une possibilité également. Voilà, et je dirais une troisième fois, hein, l'analyse technique n'est pas une boule de cristal. L'analyse technique, c'est la topographie, hein, de la rivière. Vous voyez les obstacles, vous voyez ce qui va vous embêter, et ça vous aide à faire des ratios gain-risque intéressants.
Voilà, on a fait le tour. J'invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme. C'est toujours important de regarder ce qui se passe à moyen terme. Et également l'analyse technique de l'or. L'or qui a pris une dérouillée apparente la semaine dernière avec 10% de perdu pour l'or en poignée de séance et quasiment 20 à 30% pour l'argent. J'explique pourquoi c'est anecdotique par rapport à la progression de plus 150% pour l'argent qu'il y a eu en quelques mois. Et c'est anecdotique pour la progression de l'or. Mais si vous voulez rentrer sur les métaux précieux et que vous avez loupé le train, eh bien vous avez peut-être une opportunité ici. Regardez bien l'analyse technique de l'or juste à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et merci beaucoup à toutes vos interventions sur mon compte Twitter, sur mon compte YouTube. Et pensez, si vous le voulez bien, à mettre un petit plus sur cette vidéo si vous voulez que mon travail soit davantage connu et reconnu, puisque bon, l'algorithme YouTube met en avant les vidéos qui sont likées. Voilà, à demain pour la mise à jour.